Bonjour, bienvenue ici. D'abord une petite présentation. Moi c'est Johan Martinsson. Je suis coach développement, donc ça veut dire que je suis développeur et que j'aide des équipes. Je me spécialise notamment dans la maîtrise de développement testé. Voilà, et mes compères. Voilà, bonjour, donc je suis Rémi Saint-Laville, je travaille à Orange en tant que développeur. Et puis après, à côté de ça, j'ai fait pas mal de choses, notamment j'ai mis en place le Coding Dojo là, qui est sur Grenoble il y a plus de 10 ans. Et moi je suis Bastien, je travaille avec Rémi. Je fais du développement aussi et avec Johan on co-anime le Meetup Craft sur Grenoble. Et j'aime beaucoup partager des choses et je suis assez content d'être là aujourd'hui pour pouvoir partager ce sujet-là. Peut-être aussi mentionner que on a aussi créé l'an dernier une conférence qui s'appelle Alpecraft, qui est quelque chose qui se spécialise dans l'excellence technique de l'agilité, on va dire. Donc, ça sera en juin cette année pour la 2e édition. J'ai pas mon truc. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait ça aujourd'hui? On avait envie de partager avec vous, parce que nous on aime bien les dojos, et on se dit qu'il y a des gens qui aimeraient bien savoir ce que c'est un dojo. Il y a des gens qui savent ce qu'est, mais ils aimeraient bien lancer leur propre dojo, mais il faut oser, il faut savoir un peu comment s'y prendre. Et puis il y a aussi des gens un peu comme nous qui ne savent plus quoi faire dans leur dojo. Voilà, donc ça c'est l'origine de notre session d'aujourd'hui. Alors vous vous demandez probablement avec quoi vous allez repartir de ce moment-là. Nous on aimerait vous donner les clés en fait pour construire votre dojo, parler aussi de l'entraînement et se poser des questions par rapport à cette notion-là. Et puis enfin vous encourager à vous lancer dans les dojos en tant que participant ou en tant qu'organisateur. Bon, depuis le début, là, tous les trois, on parle de dojo, mais c'est quoi un dojo, Rémi? En fait, un dojo, c'est un moment régulier déjà, c'est important. Ça veut dire qu'on n'en fait pas une fois et puis on se retrouve 2 ans ou 3 ans après. C'est assez régulier, donc par exemple tous les 15 jours, comme quand vous faites une activité sportive ou musicale, par exemple, ou artistique. C'est un moment pour apprendre, voilà, et dans un lieu sécurisé. Voilà, ça veut dire qu'on a le droit justement de se tromper. Ça veut dire que ce n'est pas sur le projet qu'on va s'entraîner. Voilà, c'est autour d'un tatami pour ça dojo qui est sécurisé et bienveillant. Voilà, et pour s'améliorer ensemble. Voilà. Ouais, donc moi c'était peut-être en 2008 ou 2009, je me souviens plus, et j'avais quitté le développement pour devenir architecte, chef de projet. Il fallait bien faire quelque chose de sa vie. Et puis finalement ça ne fonctionnait pas très bien et j'avais besoin de me ressourcer, je suis retourné au développement. C'était en même temps que je découvrais l'agilité et j'ai découvert justement les dojos que Rémi avait créés avec Emmanuel Hugonnet. Et ça c'était devenu un endroit où moi j'ai pu m'exercer. Je m'étais autrement exercé dans mon job. J'avais lu le bouquin sur les design patterns et plein d'envie de m'exercer et de devenir meilleur. Du coup j'avais fait en sorte qu'il puisse rentrer dans mon projet bien comme il fallait et pas forcément au plaisir de mes co-développeurs. Ouais. Et ça a donné quoi quand tu as fait ça? Ouais, j'aimerais bien voir le code maintenant, mais, mais je peux quand même imaginer que c'était pas top. Ouais. Donc voilà, ça c'était mon retour, mon découverte des dojos et ça m'a vraiment permis de développer ma carrière de développeur et de faire des choses très intéressantes aujourd'hui. Voilà. Mais ça c'était mon côté. Plus généralement, c'est quoi l'intérêt? Alors il y a pas mal d'intérêts. Le premier intérêt, c'est de s'entraîner par la pratique. Alors, comme dit Johan, on peut déjà le faire sur les projets, on pratique déjà tous les jours, on code au moins plusieurs heures par jour assez régulièrement si on fait du développement. Du coup, pourquoi c'est pas suffisant? On va parler juste un tout petit peu philosophie avec Aristote qui en fait pose 2 principes qui sont la poiesis et la praxis. Et je pense que c'est assez central en fait comme notion pour comprendre la différence entre un dojo et un projet. La notion de poiesis, c'est finalement le projet. Vous allez faire l'action de produire quelque chose dans le but d'obtenir un résultat. L'objectif, c'est la production. La praxis,
je vais faire quelque chose dans le but de produire quelque chose. Par contre, mon objectif là, c'est pas ce que je vais produire, c'est ce que ça va faire sur moi qui fait l'action. Donc je suis là pour avoir un résultat sur moi. Et donc ça, c'est l'entraînement. Donc dans les projets, on est dans un mode poiesis. Dans les dojos, on est dans un mode praxis. Pourquoi les projets ne suffisent pas? Il y a plein de raisons, mais on a décidé d'en retenir deux qui nous semblent vraiment importantes. Quand vous apprenez à jongler, vous ne commencez pas avec des tronçonneuses. Et ben, dans un projet, c'est un peu ça. Si vous amusez à faire du TDD sur un code legacy avec du Spring Boot, vous pouvez. Moi, je préfère le faire quand je débute dans un environnement où j'ai très peu de choses et je ne risque pas de me blesser. La deuxième chose, c'est que quand on est dans un projet, on reste sur les sentiers battus. Peut-être que vous êtes sur un projet depuis 2 ans, peut-être certaines personnes depuis 5 ans. Tout à l'heure, j'ai entendu des gens qui disaient « je suis sur le même projet depuis 10 ans ». Au bout de 10 ans, c'est un peu tout le temps la même chose. L'entraînement, au contraire, va nous permettre d'aller explorer des pistes qu'on n'a pas l'occasion d'aller d'aller parcourir à d'autres moments. Pour ces deux raisons-là, en fait, l'entraînement est vraiment primordial. Oui, et donc du coup, en fait, c'est pour ça que c'est important de ne pas le faire tout de suite sur les projets, comme tu l'as dit, en fait, sinon on risque de se brûler un peu. C'est un peu, si on prend l'image des sports, on n'a jamais vu une équipe sportive de haut niveau faire un match sans s'entraîner. C'est un peu bizarre, en fait. Et finalement, dans le dev, est-ce que c'est pas ce qu'on fait tous les jours, en fait? Est-ce que la plupart du temps, on n'est pas directement dans le match sans s'être entraîné? Et en fait, c'est un peu la vision que nous, on voit. Et l'autre chose, c'est que pour être à 100% dans le match, en général, il faut s'entraîner à 150 voire 200%. Voilà. On n'est jamais à 100% de ses capacités quand on est sur l'action vraiment importante où il y a d'autres enjeux qui se passent. La prod, il y a quand même des enjeux qui se passent. Et si on veut être à 100%, il faut s'entraîner de façon plus importante. Alors justement, on va essayer de voir si l'entraînement est si important. Moi, je vous propose de lever la main ceux qui pensent qu'il faut à peu près 30% de son temps en entraînement. Ok. Gardez la main levée. Si vous pensez que ça faut 20%, vous pouvez lever la main de votre temps. Ok, vous gardez la main. Et ceux qui n'ont pas encore levé, est-ce que 10%, vous pensez que c'est raisonnable? 40. Il y avait 30 et plus, pardon, j'ai oublié. Oui, c'est ça. Ah, c'est pour ça, voilà. Donc vous avez le droit de lever la main aussi, c'est pas grave. Gardez la main. Gardez la main levée. Donc maintenant, vous gardez la main levée si c'est vraiment ça que vous faites. Est-ce que vous entraînez autant que ça? Voilà. Oups. Ok, on parle d'entraînement et donc nous on sait comment on s'entraîne, on a déjà une petite idée et on aimerait avoir votre feedback. Donc notre proposition c'est prenez 2-3 minutes là pour discuter avec votre voisin, votre voisine, en plus c'est l'occasion de faire connaissance. Si vous êtes tout seul, rapprochez-vous de personnes et dites-vous plutôt comment vous vous entraînez et puis ensuite on vient vers vous pour partager ça. Comment vous envisageriez de vous entraîner? Donc, merci pour ce petit échange. Alors nous, on a listé plusieurs trucs qu'on peut imaginer pour s'entraîner. Donc il y a les projets perso, les katas et ainsi de suite. Les coding games, voilà. Il y a plein de choses. Est-ce que dans les conversations que vous avez eues là, est-ce que vous avez abordé encore d'autres choses que ça? Quelqu'un? Oui? Projet open source, c'est là que je fais les expérimentations. L'inconvénient, c'est que j'ai pas énormément de feedback sur ce que je fais. Si j'ai des bugs, oui, je vais avoir des feedbacks. C'est des projets open source, mais que je travaille en solo dessus. Donc c'est là que je peux expérimenter plus. Ouais, c'est effectivement, ouais. Sur des projets open source. D'autres choses qui sont apparues? Mob programming. Mob programming, ouais, ok. Ouais. Tout ce qui est forum, communauté de développeurs, en l'occurrence, on apprend les bonnes pratiques, on aide les gens en répondant à des questions, on prend des réponses. Oui, sur des forums d'échange à Internet, ouais. Il y a aussi les communautés pratiques, les meet-up, etc. Ouais. Oui. C'est quoi les cones? Les cones, ça c'est des petites mini-exercices où genre, il y a une formule qui est écrite ou un bout de code qui est écrit et il faut que tu remplisses un endroit pour que ça fonctionne. Typiquement, tu peux avoir un test, il faut remplir les trucs pour que le test passe. Voilà.
Alors, du coup, ok, c'est bien de s'entraîner. Vous avez bien montré que vous pensiez qu'il fallait s'entraîner plus. Mais du coup, la question, c'est quand est-ce qu'on fait ça? Le soir, la nuit. Hein? Le soir, la nuit, oui. Oui. Tout à fait. Bah, c'est possible, mais c'est une question assez centrale finalement dans notre métier parce que on peut s'entraîner sur son temps perso. Moi, j'estime que on devrait s'entraîner en partie sur notre temps d'entreprise. J'ai la chance de pouvoir m'entraîner sur mon temps perso. Pas tout le temps, mais quand je le fais, j'estime que c'est un privilège parce que d'autres personnes n'ont peut-être pas cette opportunité-là. Et quand je fais ça, j'espère aussi passer du temps pour pouvoir ensuite dépenser, retransmettre ce que j'ai un peu appris au sein de l'entreprise. C'est un peu égoïste en fait comme truc, parce que si je fais ça, derrière, les gens ils vont apprendre des trucs. Donc je vais travailler avec des coéquipiers qui s'entraînent avec moi et qui vont m'apprendre des choses. Toi, Yoann? Moi, par exemple, il y a 10 ans, quand je suis devenu indépendant, j'ai tout de suite dit, ok, je ne vais pas travailler à plein temps. Je vais être à 80%, ce qui me laissera pas 20%, mais me laissera un peu de temps pour l'entraînement. En plus de ça, je faisais des trucs le soir. Mais bon, ça c'était ce qui me convenait moi. Je dis, mais qu'est-ce qu'il me faut moi pour avoir l'évolution que je veux? Je pense que c'est la première question à se poser. Mais il y a autre chose aussi, c'est que on pourrait se dire, dans les entreprises, pourraient dire, les développeurs doivent s'entraîner, c'est leur job, voilà, chez eux. Mais quand on fait ça, le résultat, c'est que tu vas avoir 5, peut-être 10% de la population qui va le faire. Et la question qui est intéressante, c'est est-ce que c'est ça le plus intéressant pour l'entreprise? Ou est-ce qu'elle a plus intérêt à consacrer un peu de temps disponible pour l'entraînement sur le temps de travail? Parce que les développeurs qui ne s'entraînent pas du tout, c'est pas forcément un intérêt pour l'entreprise. Je pense que c'est une question qui revient souvent. J'ai envie de dire, moi, j'aimerais transformer un peu cette question. C'est plutôt quand on s'entraîne, c'est pourquoi on s'entraîne en fait. Il y a un côté effectivement perso pour moi, par exemple, pour que je m'améliore mes compétences en fait, et personnel, pour que je sois mieux dans mon projet. Mais après, si je veux aussi, quand je veux faire des projets open source ou faire d'autres choses, j'ai besoin de m'entraîner pour mes personnelles compétences. Mais après, il y a une autre chose, comme tu l'as dit, c'est au niveau d'entreprise en fait, et ça c'est souvent pas pensé aujourd'hui dans l'entreprise. On aimerait passer ce message-là. C'est que c'est important parce qu'une équipe de développement, c'est une équipe, c'est pas une personne. Justement, on casse les silos de plus en plus, on travaille de plus en plus. On a parlé de mob programming tout à l'heure, tu l'as cité. Voilà, et nous on a ça par exemple dans notre équipe, on a mis du mob programming. Et quand on a des niveaux différents très importants, en fait, ça pose un certain nombre de problèmes. Ouais, c'est assez frustrant. On se rend compte par exemple qu'on n'a pas tous la même aisance avec les raccourcis clavier. Et quand tu navigues, tu es assez vite tenté de dire là tu fais commande Alt P et c'est très très chiant à la fois quand tu navigues et quand tu es driver. Du coup, on a fait une expérimentation qui marche très bien pour nous. On a dit ok, c'est chiant, les mobs on n'avance pas bien. Maintenant on se cale 1 heure par jour où on s'entraîne. Et pendant 1 heure par jour, on s'entraîne. Donc on s'entraînait sur le raccourci clavier. Et donc pendant 1 heure, tu fais, il y a des tutos, il y a plein de trucs. Et dans les mobs, on a constaté une grosse. Ouais, tu disais que là, après 4-5 jours d'entraînement, on voyait une grosse différence en fait sur les sessions de mobs ensemble. Voilà. Typiquement, ça c'est un exemple qu'on veut montrer en entreprise, que c'est pas du temps perdu de le faire sur son temps d'entreprise. Ouais, on a gagné beaucoup de fluidité dans la façon dont on avance et c'est juste un soulagement pour tout le monde. Ok, donc on a vu que c'est bon pour soi, c'est bon pour l'entreprise, mais finalement, est-ce qu'il y a des choses visibles? Bastien, est-ce que toi, tu vois des choses visibles en fait, Ouais, il y a pas mal de choses qu'on aimerait partager. La première des choses, c'est que quand on s'entraîne, en fait, on va améliorer la façon dont on prend les décisions. On va prendre de meilleures décisions et beaucoup plus rapidement. Quand je suis face à un morceau de code et que je ne sais pas vraiment comment le refactorer, si je m'entraîne à le refactorer de 3-4 façons différentes, quand j'arrive après sur mon code de production, j'ai déjà fait plein de fois la bonne décision de ok, c'est comme ça qu'il faut y aller. Donc je me pose même plus la question, c'est plus un frein. Ensuite, il y a un impact énorme, et surtout au début. Donc, on vous a donné un exemple qui est vraiment frappant pour moi, pour l'avoir vécu. C'est incroyable comment très rapidement, avec juste un tout petit peu d'entraînement, les bénéfices sont visibles dès le départ. Donc, il n'y a vraiment pas de raison de ne pas commencer en fait. Ensuite,
Quand on s'entraîne, on le disait tout à l'heure, on va sortir un petit peu des sentiers battus, et du coup on s'habitue au challenge, à l'inconnu. Ce qui fait qu'en production, quand je suis face à un bug qui est peut-être un peu compliqué, ou face à un refactoring que je ne sais pas encore vraiment trop comment aborder, bah, je suis à l'aise parce que j'ai été habitué à l'entraînement à être dans cette situation d'inconfort, d'inconnu, où je ne sais pas comment je vais régler ce problème-là. Et donc je vais pouvoir du coup avancer tranquillement et pas être dans des émotions un peu négatives, pas avoir ces sentiments de peur où je suis relâché et je peux y aller. Mais il y a aussi d'autres choses. Oui, il y a par exemple l'aisance du geste. Ça, c'est quelque chose d'assez important. Quand vous commencez quelque chose de nouveau, en général, on est malhabile, j'ai envie de dire. Par exemple, vous faites du judo au début, le geste ne va pas être souple, il va être un peu tendu et on va réfléchir à son geste, mais pas à l'intention de ce qu'on veut faire. Et en fait, à force de le répéter, ça va devenir fluide. Voilà, l'aisance de ce geste-là est très important. Notamment, on a parlé là des raccourcis clavier, mais la maîtrise de son IDEA, c'est quelque chose qui est important parce que si on ne fait pas ça, on va être dans les touches CTRL, ALT, T ou comment on fait un refactoring de méthode, donc clique sur le truc. Ça perd du temps, ça casse le flux en fait, de production et on n'est plus focalisé sur l'intention, on est focalisé sur le comment, pas sur le quoi, ce que je veux faire. Et l'aisance du geste, c'est important. Un exemple de ça, c'est une fois je suis arrivé dans une équipe et il y avait quelqu'un qui était particulièrement motivé par les tests qui est venu me voir et dit regarde j'ai fait ça, etc. J'ai fait cette classe, je l'ai testé à fond, mais tu vois là maintenant on voit que les tests sont pas bien parce qu'il n'est pas bien conçu la classe, il faudrait extraire ça, etc. Oui, ben, faisons-le. Non, mais là j'ai déjà dépassé le temps sur la story et il faut passer à autre chose, etc. Je ne comprenais pas. Maintenant, tu as fait le plus gros du boulot, voilà, il reste juste ça. Mais non, mais, enfin, il faudrait 2-3 heures pour faire ça. Ah, ok, j'ai compris. Pour moi, ça prenait un quart d'heure maximum à faire parce que j'avais l'habitude de le faire. J'avais travaillé à l'aisance. Et donc, du coup, ce qui fait qu'on ne faisait pas le même choix. Un autre exemple de ce truc-là de s'offrir des choix, enfin que des choix deviennent réels, c'est j'avais appris les design patterns, j'avais appris que la composition était souvent meilleure que l'héritage. Et je voyais que j'avais plein de ces problèmes-là dans mon code, mais de là à refactorer les choses, je ne savais pas trop quoi faire, je ne savais pas combien de temps j'allais mettre, je ne savais pas quel allait être le résultat, donc il faut dire que je ne le faisais pas souvent. Mais une fois que j'étais bien entraîné, là où je voyais exactement où j'allais, je voyais combien de temps ça allait me prendre, ben, je le faisais beaucoup plus souvent. Donc des choix qui étaient théoriques deviennent réalistes grâce à l'entraînement. Et plus généralement, je pense que dans nos projets, on va avoir tendance à rester à 80% de notre niveau maximal de qualité. Parce que si on se poussait à 100%, si on faisait le code parfait par rapport à notre compétence, hein, bien sûr, ben, ça prendrait tellement plus de temps. Donc c'est pas soutenable dans la longueur, quoi. On a toujours tenté de, ok, ben, je prends quelques raccourcis, je vais beaucoup plus vite. Donc en réalité, on va souvent être là à 80%. Donc ça sert à rien vraiment de discuter de quel niveau de qualité il faudrait. Par contre, quand je m'entraîne à 105, 110% de mes capacités. Quelque part, je repousse mes capacités maximales. Donc, ce qui veut dire que je peux rester à mes 80%, mais mes 80% sont maintenant 90, 95 de mon niveau d'avant. Et encore un peu plus tard, j'ai déjà dépassé les 100% d'avant tout en étant dans la facilité. Et je pense que c'est comme ça qu'on a de qualité de code. C'est parce que faire du code de qualité, c'est facile. C'est devenu facile. Donc la question, c'est plutôt quel est le temps qu'on passe à l'entraînement, pas quel est le niveau de qualité qu'on souhaite. Enfin, vous en pensez quoi? Ouais, moi je suis assez d'accord avec ça. C'est d'autant plus frappant que quand tu as la chance de travailler dans un environnement où c'est assez hétérogène et il y a différents niveaux dans l'équipe, en fait il y a plein de choses qui semblent difficiles pour d'autres personnes et qui peuvent être faciles pour toi quand tu t'es entraîné dessus, et inversement. Et de voir cette différence-là, bah, ça te fait réaliser que bah, finalement c'est pas si compliqué et que les trucs qui semblent difficiles aujourd'hui, ils sont juste durs parce que tu t'es pas entraîné dessus. Et là, on parle d'entraînement, mais finalement, qu'est-ce qu'un entraînement efficace? Parce que c'est bien aussi d'arriver à s'entraîner avec justement cette progression que tu dis,
Donc est-ce que tu as des idées toi, Bastien? Ouais, pour moi, un entraînement efficace, déjà, c'est un entraînement qui est adapté à son niveau. Je vous donne un exemple dans le jeu vidéo. Vous jouez sur un jeu mobile, par exemple. Si vous jouez à un jeu qui est super difficile et vous perdez au bout de 30 secondes tout le temps, bah, c'est super frustrant et vous allez très vite le jeter et passer à autre chose. À l'inverse, si vous jouez à un jeu qui est tellement facile que vous gagnez tout le temps et qu'il n'y a aucun challenge, bah, pareil, vous allez très vite passer. Donc, si vous n'avez pas un entraînement finalement qui est adapté à votre niveau, c'est pas intéressant pour vous et il n'y a aucune raison de continuer à dépenser du temps à faire ça. C'est du coup assez important de faire attention à placer le curseur au bon niveau et à bien choisir l'activité. Ensuite, ça doit être adapté à nos objectifs d'apprentissage. Si j'ai envie d'apprendre le TDD, bah, il faut que je trouve un entraînement qui convient bien à ça. Si j'ai envie d'apprendre à moquer version Load on School, bah, c'est pareil, il faut que je choisisse quelque chose qui est adapté à ça, à mon apprentissage. Ensuite, Rémi disait tout à l'heure, il faut que ça soit régulier. Dans la définition des dojos, c'est ça. Si je m'entraîne une fois par an, ben, ça marche pas. En fait, vous voyez ça un peu comme un régime. Si vous faites un régime une fois par an le 20 juin avant l'été, ben, ça sert pas à grand chose. Un entraînement, c'est souvent et vraiment de façon fréquente. Et Bastien, c'est bon pour toi pour le régime? Ouais. Enfin, merci Rémi pour le fun que tu nous apportes. Un entraînement qui n'est pas fun, ça risque d'être un petit peu lassant à terme. Et si c'est juste un entraînement dur, ben, c'est pas intéressant. Si vous avez déjà fait du sport et que vous avez déjà fait des entraînements avec un morceau de préparation physique, à chaque fois les entraîneurs ils font bien attention à ce qu'il y ait toujours un moment donné dans la session où il y a un peu de fun. Parce qu'un entraînement juste avec du physique bourrin et où à la fin t'en as juste marre, et ben c'est démoralisant. Donc mettre du fun dans l'entraînement, ben, ça compte. Voilà, et une question qu'on peut se poser, parce qu'il y en a que je connais qui s'entraînent beaucoup, il y en a même ici dans l'assistance, une question qu'on peut arriver, c'est on peut finir par stagner. Par exemple, justement, comme tu disais, par le niveau, en fait, ça devient trop facile et tout ça, ou ça devient ennuyeux, voilà. Et du coup, une des questions, c'est comment on fait pour pas s'embourber et faire des choses où on n'apprend plus, parce que comme on disait, le Coding Dojo, c'est un lieu pour apprendre. Ça, c'est vraiment le but. C'est pas de finaliser un objectif de défi, c'est vraiment, je viens pour apprendre quelque chose. Et si on vient à ne plus apprendre, on commence à s'embourber. Voilà. Donc, une question qu'on pourrait se poser, c'est comment on peut faire pour pas stagner, en fait? Alors on s'est posé la question et puis on s'est dit bah le sport, après tout, l'entraînement là c'est vraiment un truc central dans le sport. Donc ça fait du sens finalement de se dire ok, est-ce qu'il y a des choses à aller tirer du sport? Et Johan, t'as regardé et qu'est-ce que t'as trouvé? Ouais, c'est un truc très intéressant là-dedans. Il y a plusieurs choses intéressantes, mais ce qu'on a envie de partager là, c'est ce que ça s'appelle le Constraint-Led Approach. Donc ça c'est un entraînement piloté par les contraintes quelque part. Et la logique derrière ça, c'est bon, déjà, d'abord, on commence par une intention de la session, hein, et on le communique aux participants pour qu'ils sachent en quoi ils sont censés devenir meilleurs, pour qu'on se projette là-dedans. Et une fois qu'on fait ça, ben, on fait en sorte que l'entraînement est intense en posant des contraintes. Donc ça peut être en tennis, ça peut être tu joueras que avec le revers. Voilà, comme ça tu vas pratiquer le revers. En code, ça peut être tu n'utiliseras pas de if. Donc du coup, tu vas développer d'autres compétences qui permettent de faire des choses alternatives. Bon, ça c'est un peu difficile, il y a des contraintes plus difficiles comme pas de clavier, voilà, c'est encore pas très facile, mais bref. Rassurez-vous, il y a d'autres trucs, des exemples plus faciles après. Donc, on fait ça pour intensifier les choses, pour qu'on s'entraîne davantage sur ceux qu'on veut s'entraîner. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'il faut que ce soit suffisamment réaliste. Pour que ce soit quelque chose qui est utilisable, quelque chose qui arrive vraiment dans nos projets. Par contre, pas trop réaliste. Quand on commence le TDD, on ne veut pas faire ça avec une base de données ou avec Spring Boot, etc. Parce que ça fait trop de bruit. Donc on veut avoir un curseur de réalisme qui est faible. Donc un exemple de jeu, un algo, etc. Mais au fur et à mesure, on veut changer le curseur. Donc il y a en fonction de notre niveau, le curseur de réalisme. Finalement, on répète énormément, mais on fait en sorte que ce n'est pas une répétition totale. Voilà, on peut répéter de faire du TDD, mais on le fait peut-être sur un exemple un peu différent. Et on va avoir d'autres choses qui sont différentes.
où on peut exécuter enfin, même exercice, mais avec un langage différent. Bref, il y a plein de choses. Donc voilà, ça c'est le content-related approach, c'est-à-dire un but de la session, un objectif. Après, les contraintes pour intensifier. Et puis après, on a le curseur du réalisme à régler. Et finalement, répéter sans répéter. Voilà. Donc ça, c'est des trucs qui marchent bien dans le sport. C'est beaucoup utilisé dans le domaine du football notamment. Il y a beaucoup d'équipes qui s'entraînent avec ça. Qu'est-ce qu'on peut en tirer, nous? Comment est-ce qu'on peut faire en sorte finalement d'aller plus loin dans nos entraînements? La première chose, comme tu disais, il y avait l'intention. C'est pareil, quand on veut un dojo, en fait, on veut travailler sur un aspect. On l'a dit, par exemple, soit le TDD, soit les raccourcis clavier, soit la maîtrise des méthodes de refactoring. Donc on va commencer par travailler, choisir une problématique sur laquelle on va travailler avec éventuellement un défi particulier. Donc là, Johan, il a posé la question sur Twitter, justement, et vous, sur quoi vous vous entraînez, en fait? Voilà, pour donner un certain nombre d'idées. Et là, on a eu pas mal de réponses, et des réponses vraiment diversifiées. Donc là, on va donner un certain nombre. Voilà, c'est un certain nombre de katas, par exemple, ou de défis sur lesquels on peut s'exercer. Alors, je ne sais pas, toi, Johan, si tu en as sur lequel tu t'exerces pas mal. Moi, je me retrouve souvent à faire le FizzBuzz, qui est vraiment tout simple, hein, c'est l'exemple, enfin, vraiment tout bête, mais c'est une bonne excuse de faire n'importe quoi. Voilà. Tu nous expliques juste en 2 mots le FizzBuzz, ce que c'est, enfin, à moins que tout le monde connaisse peut-être. C'est intéressant, mais on va dire, tu prends un nombre d'entrées et si ce nombre est divisible par 3, tu dois dire fizz. S'il est divisible par 5, tu dis buzz, et si c'est un numéro normal, tu dis juste le numéro. Voilà. Et tu vois, avec un truc aussi simple que ça, tu arrives à t'amuser plein de fois. Bah oui, parce que c'est juste une excuse pour s'entraîner sur autre chose, quoi. Voilà. Donc c'est la répétition sans la répétition. Ouais. Maintenant, quand vous le dites, je ne l'ai jamais fait de vrai, parce que c'est un jeu d'alcool, ça. Hein, donc si on se boire, si on dit la mauvaise chose, mais ça pourrait être pas mal. Les tests fail et on boit. Il y a aussi que des développements, ouais. Okay. Toi, Rémi, t'en as un de tes gars? Oui, il y en a beaucoup. En fait, moi, ce que j'aime bien, c'est beaucoup Guild Resist et Trivia. Alors, Guild Resist et Trivia, ce qui est vraiment intéressant, c'est justement le côté curseur de réalisme. En fait, ils ont essayé des personnes ont essayé d'écrire un programme simple dans la longueur, mais qui est assez proche du code Legacy. Voilà. Et donc, c'est vraiment écrit avec des if partout, avec des choses abominables, j'ai envie de dire, mais qui sont assez réalistes et qui correspondent à la vie qu'on vit tous les jours, de comment on s'enlève, comment on gère finalement ce code-là, et si on veut le faire évoluer. Voilà. Et en fait, c'est super intéressant pour tester plein de techniques justement de refactoring ou comment on écrit des tests dans ce cadre-là. Voilà. Moi, je suis forcément super fan des katas de refactoring, j'en ai fait plein, mais il y en a un que j'aimerais partager avec vous là, c'est le Bug Zero. C'est Johan qui l'a fait, et j'aime bien en fait parce que c'est un kata qui m'a fait poser plein de questions sur la façon dont je designais mon code. L'idée qu'il y a derrière, c'est quand tu écris du code, est-ce que tu peux l'écrire de telle façon que ça soit impossible qu'il soit buggé? Donc il y a des cas où oui, en fait. Il y a des cas où utiliser le typage du langage, ça évite de faire une connerie. Donc, du coup, j'aime plus trop JavaScript à cause de ça, par exemple. Parce que je perds un peu les typages et du coup, je perds un peu de la sécurité dans mon design. Il y a plein d'autres choses. Il y a du couplage temporel, par exemple. Est-ce que dans mon code, il faut que je fasse l'instruction A avant l'instruction B et pas l'inverse? Et si je change l'ordre, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça explose? Et est-ce que j'ai des moyens d'éviter ça? Et donc c'est un kata qui m'a aidé à beaucoup travailler ces choses-là. Et ça a pas mal changé la façon dont j'écris le code. Merci pour ça. Ouais, c'est chouette. Donc on a vu justement, il y a d'abord l'intention. Après, on a repris aussi les idées justement du LED au niveau sportif là, qui est ajouter des contraintes. Voilà. Et donc en fait, on a recensé un certain nombre de contraintes techniques qui va nous permettre justement d'aiguiser en fait certaines techniques et certaines pratiques en fait. Donc là, on vous en donne un certain nombre. Je sais pas, je pense que vous en connaissez. Tu as parlé par exemple du No-if ou No-else. Est-ce que tu peux en dire plus? Je sais pas. Non, on peut en parler d'autres. J'aime beaucoup aussi les baby steps, qui est sympa dans le sens où on est censé faire le test, faire passer le test et committer dans les 2 minutes. Et si c'est pas bon, on réverte. Donc c'est-à-dire qu'on perd au maximum 2 minutes de travail. Donc ça paraît un peu extrême, on peut aller jusqu'à 3 minutes, peu importe.
Ça m'a mis en lumière pas mal de mauvaises pratiques dans mon codage. Parce que la contrainte est tellement forte que ça rend visible tel ou tel petit problème que je ne voyais pas avant. Et du coup, j'ai la possibilité de mettre ça en cause et changer un peu ma façon de le faire. Ce qui m'a surtout frappé, c'est qu'après, quand je me suis intéressé à la livraison continue, comment on déploie en contenu en prod, ben, ça m'a semblé facile. Parce que j'étais déjà entraîné à toutes les techniques, pratiquement, qui avaient nécessaires, à travers un petit exercice. Oui. En gros, l'idée, c'est d'écrire ce qu'on veut dans l'intention, on fait un test unitaire. Là, on met le chrono en disant j'ai 2 minutes pour résoudre. Et après, si on a résolu, on pousse. Il faut être 2 minutes pour commencer à écrire le test, le faire passer et committer. D'autres trucs? Oui, en fait, moi j'ai beaucoup aimé aussi Object Calisthenics. Alors Object Calisthenics, en fait, c'est un certain nombre de règles, il y en a 9, qui permettent en fait à mieux écrire son code de façon plutôt objet. Alors par exemple, des exemples de règles, c'est je n'ai pas le droit à plus d'une indentation. Donc je ne peux pas faire des ifs dans des ifs dans des ifs parce que j'ai plusieurs indentations. Je ne peux pas mettre plusieurs points pour aller chercher des méthodes. Donc on ne peut pas casser l'encapsulation par exemple. On ne peut pas faire de setter et de getter. Donc ça c'est pas mal comme test quand on a l'habitude d'en écrire beaucoup. Voilà, enfin il y en a plusieurs comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est comme on disait, en fait, on est dans un lieu protégé, on n'est pas sur le projet. Et le but, c'est d'élever le niveau. Donc là, no getter, no setter ou pas de primitive, par exemple. Et ben, on élève le niveau. C'est pas ce qu'on va faire forcément dans le projet. Mais par contre, quand je suis dans des situations, comme tu l'as dit, de projet, je vais détecter déjà des patterns que j'ai à l'habitude, puisque j'ai aiguisé mon geste, comme on avait dit tout à l'heure. Et du coup, je vais aller beaucoup plus vite et je vais être assuré de savoir le faire de façon contrôlée. Voilà. Moi, je voudrais parler d'un classique, en fait, pas de souris, juste le clavier. Il est simple, hein, mais j'aime beaucoup parce que grâce à celui-là, j'ai beaucoup appris tous les raccourcis de navigation dans mon IDE. J'ai appris aussi plein de raccourcis de refactoring et j'arrive du coup à aller assez vite pour moi en tout cas et à faire en sorte que le clavier et l'outil soient plus un frein entre le code et ce que j'ai envie d'écrire. Et du coup, je suis dans une posture où quand j'ai envie d'aller à un endroit, bah, c'est facile pour moi de le faire. Donc ça m'a beaucoup aidé pour ça. Je crois qu'il y a une question. Où est-ce qu'on trouve tous ces ojos? C'est qu'il y a Google, etc. qui sont enseignés, mais là on n'a pas mémorisé tous les Ouais. C'est un cadeau qu'on vous fait à la fin, on en parle. Alors la question pour ceux qui n'ont pas entendu ou sur l'enregistrement, c'est où est-ce qu'on les trouve ces dojos? Voilà, et ces contraintes. Voilà, donc oui, à la fin, on a un cadeau. Il faut rester jusqu'à la fin. Voilà, vous êtes un peu obligé. Ouais. Après, pour répondre aussi à la question, qu'il y en a un certain nombre qui sont connus dans la communauté, on en parlera un petit peu tout à l'heure, et puis des fois, tu peux aussi toi-même te dire qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Qu'est-ce qui se passe si j'enlève un outil? Qu'est-ce qui se passe si je me contrains à faire ça? Donc il y en a qui sont nés comme ça. Hein. Bah, prenez le TCR, Test Commit au Revert, c'est un truc qui date de l'année dernière, je crois. Et c'est juste quelqu'un qui a dit hey, regardez les amis, j'ai testé ça. Il a posté ça dans un coin. Il y a Ken Beck qui l'a vu, il a dit c'est cool. Il a fait un post Facebook et puis ça s'est diffusé dans la communauté. Et il y a plein de gens qui s'amusent à faire du TCR d'un coup dans tous les codings de... C'est le test fail et le revert, git revert est automatique. Donc c'est une sorte de baby step un peu plus subtil. C'est là, c'est pas après 2 minutes. C'est si le test il failed, je reviens, je fais un reset. Voilà. Donc c'est assez hard, mais c'est intéressant. Ça pousse justement nos limites en fait. C'est ça qui est intéressant dans ces contraintes, c'est que ça va au-delà de nos limites où on est à l'aise. Voilà, c'est un peu ça l'idée. C'est ça qu'il faut écrire un bon du premier coup, sinon c'est bon. C'est ça, ou enfin, faut que tu le testes, comme ça tu verras, mais tu vas faire autre chose que ça. Tu vas pas écrire forcément bon du premier coup, tu vas changer les choses. Je te spoil pas, tu testeras. Ouais. On parle de contraintes techniques. De contraintes oui, il y a d'autres types de contraintes. Donc on les a répertoriées sur des noms qu'on appelle contraintes d'interaction ou jeux sociaux. Voilà. C'est pas des contraintes techniques justement. J'ai pas de if, j'ai pas de choses où je vais réverter. C'est d'autres types de contraintes plutôt au niveau interaction. Donc là, on va donner un certain nombre d'exemples. Peut-être vous connaissez certains ou peut-être pas d'autres. Toi, Bastien. Ouais, il y en a une que j'aime beaucoup, c'est le blind pairing.
En gros, c'est qui connaît pas le pair programming? Cool. C'est un exercice qui est super, une contrainte qui est super pour s'entraîner à faire du pair programming. Et moi, ça a pas mal changé la façon dont je paire. Et du coup, ça a aussi amélioré la façon dont je fais du mob. Le lane pairing, le principe, c'est le driver, donc celui qui a le clavier, il voit le code, mais il n'a pas le droit de prendre la moindre décision. Donc il décide de rien. Il écoute son navigateur et son navigateur doit lui dire quoi faire. Le truc, c'est que le navigateur, il est comme ça, il voit pas l'écran. Et du coup, bah, ça change pas mal la façon dont vous devez interagir. Et quand tu navigues comme ça et que tu vois pas le code, tu es obligé de parler en intention. T'arrêtes de dire utilise tel raccourci ou à la ligne 43 ça va pas ou machin. Tu dis vraiment comment t'aimerais ce que ce soit, tu donnes une idée et quand t'es driver, vu que t'as le droit de prendre aucune décision, tu vas beaucoup reformuler. Tu vas être sûr que tu vas être sûr que t'as bien compris, donc tu vas demander est-ce que c'est vraiment ça que tu veux j'ai trouvé que c'était un exercice qui était vraiment super dans les deux rôles. C'est super facile à faire et on apprend énormément de choses. Il y a un philosophe français d'ailleurs hein, qui a dit « Il n'y a rien de plus dangereux qu'une solution lorsqu'on n'en a qu'une ». Je trouve que ça s'explique beaucoup à notre code. On a souvent tendance à foncer dès qu'on a une solution et on se rend compte après que ce n'est pas la meilleure. Et là, il y a Solution Seeker qui est tu n'as pas le droit d'avancer ou de faire quoi que ce soit tant que tu n'as pas énuméré 3 façons minimum pour le faire. Et ça stimule pas mal les discussions, etc. et la créativité dans le groupe quand tu fais ça. Ah, moi je sais qu'avec celui-là, je suis arrivé à des solutions vraiment tordues parce que des fois, c'est pas évident de trouver la troisième. Moi, je parlerai un peu du silent pairing. Voilà, donc on n'a pas le droit de parler. Voilà, donc en type d'interaction, ça rend les choses un peu plus compliquées. Donc là, tu disais justement, on ne se voit pas, on est dos tourné. Là, on se voit, mais on n'a pas le droit de parler. Et en fait, ce qui est intéressant dans toutes ces contraintes, autant techniques que sociales, c'est qu'on se met dans une posture où on n'est pas forcément à l'aise, et ça va pousser finalement justement nos réflexes à explorer d'autres choses. Voilà. Et ben là, justement, on n'a pas l'habitude d'exprimer ce qu'on veut sans parler. Donc on va trouver peut-être d'autres façons de faire qu'on n'a même pas imaginées. Et le but, c'est de laisser passer l'imagination et de créer quelque chose de nouveau. Peut-être que c'est bien, peut-être que c'est pas bien, on jette, c'est pas très grave. L'important, c'est d'ouvrir les possibilités. Voilà. Le ping-pong est pas mal parce que si on a des personnes qui ont des horizons différents, ça renverse un peu là. Le ping-pong, c'est j'écris un test, tu fais le faire passer, et ainsi de suite. Ouais. Du coup, on pourra un peu apporter d'autres éléments à la question, mais vous les trouvez où, toutes ces contraintes? Il y a, avec tout ça là, on a vu, on a quasiment une combinatoire infinie. En fait, si je prends un sujet, une base de code, que je rajoute une contrainte technique et puis que je rajoute une contrainte d'interaction, bah, en fait, j'ai des sessions quasiment pour l'infini. À tel point qu'il y a des espaces qui sont des codes retreat. Il y en a une, en fait, samedi là, c'est un jour particulier, c'est le Global Code Retreat Day. Et donc partout dans le monde, à plein d'endroits, il y a des codes retreat qui sont organisés. Il y en a une à Valence, il n'y en a pas à Grenoble, il y en a une autre peut-être dans le coin aussi, je sais pas, à Lyon. Il y en a un, ouais. Et l'idée en fait c'est pendant une journée tu vas faire le même exercice, c'est souvent Game of Life. Et toutes les, je sais pas, ça dépend des animateurs, mais mettons toutes les heures, et bah, tu vas changer de contrainte. Et tu recommences de zéro, ou tu reprends, je garde ta code de base. Et c'est des endroits où il y a plein de gens qui viennent et qui proposent des contraintes dont on n'a pas forcément entendu parler ou des choses à expérimenter. Et c'est une façon d'apprendre qui est assez extraordinaire. Maintenant qu'on a dit tout ça, c'est quand même assez intéressant de se poser la question comment est-ce qu'on va animer un dojo, parce qu'on a le matériel là, on peut faire des dojos à l'infini quasiment avec ces outils-là. Comment on fait un dojo réussi? Ouais, donc demain, si vous avez envie de faire ça, un dojo, il y a la préparation. Donc la préparation, c'est pas forcément très long. Hein. C'est à minima sélectionner les contraintes, le sujet, etc. à faire. Potentiellement de faire le dojo ou le problème soi-même, mais c'est vraiment pas obligé. Et plein de fois, nous avons juste dit ah ça a l'air intéressant, on le fait, on l'expérimente ensemble. Bref. Donc ça, trouver une salle, etc. Ça il faut le faire évidemment.
Ouais, Ou le faire en remote. Oui, il faut regarder l'aspect organisationnel en fait. Pour être efficace, voilà, faut avoir un lieu en fait avec un projecteur, quelque chose, pour pas vous mettiez 15 minutes à lancer le dojo. Voilà, ça c'est important que il y a la préparation, il y a un lieu et quelque chose qui soit quand les gens arrivent. Un portable configuré avec la base de code ou au moins le projet vide. Et après, il y a une introduction au début où on annonce bien ce qu'on fait, etc. On annonce extrêmement clairement les contraintes parce que dans le feu de l'action, on peut facilement les oublier. Donc écrire sur le tableau par exemple. Voilà, expliquer le cadre et lancer les choses, se payer au temps. Puis après, on se lance à coder. Voilà. Ce qui peut aider aussi, c'est d'avoir quelqu'un qui est un peu facilitateur de la session. Donc facilitateur, c'est pas qu'il va donner toutes les leçons, c'est qu'il va s'assurer d'un certain nombre de choses. Par exemple, que le temps de parole est bien partagé, par exemple, parce qu'on va avoir des temps de discussion, qu'il n'y a pas quelqu'un qui monopolise la parole, mais que justement on va faire circuler pour faire circuler les idées. Voilà, parce qu'on est là pour apprendre et on apprend ensemble avec tout le monde. Il y a un autre aspect, c'est de s'assurer, par exemple, si quelqu'un on fait un pair programming, il y en a un qui est toujours sur le même clavier, qui ne tourne pas, justement essayer de proposer, de voir, de changer pour que les deux puissent travailler. Parce que c'est en travaillant justement le geste qu'on apprend. Donc s'il y a quelqu'un qui ne touche pas le clavier, c'est un peu embêtant sur ces aspects-là. Voilà. Il va y avoir aussi la gestion du temps, voilà, des petits aspects comme ça. Une autre chose aussi, c'est justement, c'est intéressant justement d'avoir une rétrospective, au moins à la fin, pour se dire, voilà, on prend un petit peu de temps, pas forcément très longtemps, ça peut être 5-10 minutes, mais de faire un petit tour pour dire, qu'est-ce que j'ai appris justement. Et seulement de le verbaliser, ça permet d'ancrer en fait justement ce qu'on a appris ou de partager aux autres aussi. Les autres peuvent dire tiens, j'ai pas essayé ça et la prochaine fois je vais faire ça. Voilà. Donc un petit temps de rétrospective et puis voir aussi comment on peut s'améliorer en termes de logistique ou d'autres choses qui vont permettre que ça soit encore plus efficace la prochaine fois. On peut le faire ça à la fin, on peut le faire aussi des fois, on le fait au milieu ou à des temps définis pour justement partager les choses, pas attendre la fin de la session pour donner des idées aux autres. En parlant de gestion du temps, c'est pratiquement fini. Et justement, pour finir, Bastien, moi j'aime bien qu'on fixe 3 idées, par exemple, de ce qu'on peut retenir de tout ça, quoi. Ouais, donc aujourd'hui, on aimerait que vous repartiez en fait avec... Moi, c'est l'idée qui m'est la plus chère. Les projets, ça suffit pas. Si vous voulez progresser dans votre métier, les projets c'est bien, mais c'est pas suffisant. Il vous faut trouver du temps. Après, on a eu la discussion en entreprise ou pas, ça dépend des contextes, mais il faut trouver le temps en dehors des projets pour avancer et aller expérimenter des choses. On a vu un petit peu qu'on avait en fait pas mal d'éléments pour améliorer nos entraînements. Et puis enfin maintenant on espère que vous savez finalement comment vous lancer dans un dojo et peut-être oser animer le dojo dans votre entreprise si on n'a pas encore. On vous donne ça pour partir, c'est juste quelques ressources, c'est pas exhaustif. Un barcode scanner et vous l'aurez. C'est une page GitHub sur laquelle il y a un certain nombre de liens avec déjà pas mal de contraintes que vous pouvez aller expérimenter. Après, je peux que vous encourager d'aller soit à des meet-ups, soit à des dojos, pas forcément régulièrement si c'est le soir et que vous avez d'autres activités et que c'est compliqué pour vous. Mais allez-y de temps en temps, ou bien prenez du temps pour discuter avec les gens, ou rejoignez des Slack dans lesquels il y a des échanges. C'est au contact des gens de la communauté qu'on s'enrichit, et je pense que c'est un peu le cœur de... Et dans les communautés, n'ayez pas peur, parce qu'en gros, dans les communautés, on peut avoir peur qu'il y ait des gens qui sont d'un niveau très avancé, mais en fait, ce que nous réunit dans les communautés, ce n'est pas notre niveau actuel, mais notre envie de tous à progresser un peu plus loin. Donc voilà, nous dans les communautés, on accueille vraiment avec beaucoup de bienveillance tout débutant. Voilà. Ça nous fait plaisir. Merci à vous. Alors, on a beaucoup parlé, mais s'il y a une question, et si vous n'êtes pas trop pressé, on est disponible. Voilà. Non ? Bon. Oui. Alors. Ah, mais comme ça, tout le monde entend bien. Dans les dojos que vous faites, vous donnez quel format de temps quand c'est pour l'entreprise? Alors, ça peut durer 1 heure comme tout à l'heure, ça peut durer 2 heures. Moi j'aime bien aussi couper un peu, de faire des codings, de travailler en Pomodoro et puis après éventuellement réfléchir un petit peu, partager un peu le code que 2 pairs différents auront fait.
En fait, il y a pas mal de sujets de dojo qui prennent 2 heures pour que ça soit intéressant, mais il y en a pas mal aussi maintenant qui commencent à émerger de plus petits, que tu peux vraiment facilement faire en 1 heure. Donc c'est ok de dépenser. On a aussi continué, là on a lâché la dernière fois, si ça prend plus de temps, ça peut prendre plusieurs semaines. Moi j'ai 2 choses, un commentaire et une question. Le commentaire c'est vis-à-vis des contraintes que vous donnez sur le constraint-led principles que vous appliquez. Ils sont souvent liés à des bonnes pratiques de coding et j'ai pas l'impression que vous l'ayez dit là. Notamment sur la loi de Demeter quand tu disais qu'il fallait pas utiliser 2 points. C'est des trucs qui se trouvent dans Clean Code et je trouve que c'est important de dire que l'utilité de ces contraintes c'est pour montrer l'importance de la bonne pratique de règles de base qui se trouvent dans beaucoup de bouquins dans la littérature. Dans les bouquins, évidemment. Et la question, c'est au niveau des design patterns. Moi, je suis un peu embêté parce que j'en connais beaucoup, mais je ne sais jamais quand les appliquer. Et je ne sais pas si vous avez des idées ou des guidelines d'exercice qui permettraient de facilement savoir comment, en quel cas utiliser l'un ou l'autre. Ben, un truc que tu peux faire, c'est tu fais ce que Johan il a fait. Tu prends pas du code de prod, mais Gilded Rose, et ton objectif, c'est de rentrer le maximum de patterns. Le plus possible. C'est un kata qui est assez fun à faire. Hein. Je ne sais plus où j'ai fait ça, à Socrates peut-être. Et en gros, tu vas avoir du code de merde à la fin, hein. C'est garanti. Mais c'est juste que tu vas voir dans quel cas c'est intéressant et dans quel cas ça fait vraiment mal. Ouais. Je pense que d'aller à l'extrême, c'est toujours intéressant. Parce que là, tu veux le faire en entraînement, tu vas à l'extrême et comme ça, tu te rends compte quel est le juste milieu. Et sans aller à l'extrême, c'est difficile de se rendre compte qu'est-ce qu'est le juste milieu. Ouais. Et encore une question. Bien, merci pour la conférence, c'était très intéressant. Et j'aimerais réagir par rapport à ce qu'a dit monsieur. Il dit telle pratique, on la retrouve dans tel livre, ça peut être livre. Très bien, mais où est-ce qu'on peut trouver des bonnes pratiques à travailler en dojo? Parce que, bon, on a tous notre idée de ce qui est bien, mais des fois, il y a des choses qui sont validées par des gens qui savent, et qui ont dit voilà, ça c'est plutôt bien, ou des idées à travers le dojo. Et je ne sais pas, peut-être que c'est dit dans le lien que vous avez passé sur le web. Oui, ça y est à fond, ouais. Ouais, il y a, mais ce que je vais peut-être répondre, et ça répond, je pense, aussi à ta question précédemment. Moi, ce que j'ai vu, les gens qui ont un niveau assez élevé, en fait, testent énormément de choses et jettent énormément de choses, en fait. Et donc, il ne faut pas avoir peur d'essayer des choses. Voilà, même si on ne sait pas, par exemple les design patterns, voilà, prends une solution, tu donnes un cadre fin. Même si tu jettes, c'est pas très grave en fait. C'est que tu vas apprendre, parce que tu vas apprendre pourquoi tu l'as jeté ou pourquoi tu vas le garder. Et en fait, il y a vraiment quelque chose qui est toujours la même chose. C'est les gens qui sont très forts ont jeté énormément de code et ont testé énormément de choses. Voilà. Donc moi, je vous inviterais justement à ne pas avoir peur d'explorer et de jeter des choses. Voilà. Et pour continuer, comment on vérifie qu'un dojo s'est bien passé? Ok, on a trouvé l'exercice, les gens l'ont fait, ils ont été assignés, mais comment on sait ça s'est bien passé? La rétrospective permet de faire ça. Voilà. On aura pas que ce qui est bien passé, mais aussi des informations sur pourquoi et qu'est-ce qui était bien, ce qui était mal. Et l'autre chose, l'objectif, c'est d'apprendre. Donc, si tu as appris quelque chose, c'est déjà utile. Si tu n'as rien appris, là, tu as vraiment perdu ton temps. Voilà. Après, il y a des niveaux d'apprentissage, bien sûr, mais c'est à toi de voir finalement si tu es content sur le niveau d'apprentissage que tu as eu. Voilà. Et ça va être très personnel par rapport aux gens aussi. Quoi. Je propose que le reste des questions, on les fait. Voilà. Voilà. Merci. Voilà. Merci beaucoup.